Sophie, je suis militante à la Solidaire étudiante à la fac de Saint-Denis, notre belle fac de Saint-Denis, qui a un temps représenté un contre, une alternative au projet de libéralisation de l'enseignement supérieur. Je suis née en 1994, 4 ans après, on avait le processus de Bologne qui commençait. Et donc cette année qui marque mes 26 ans marque aussi le passage en force d'une loi qui est un aboutissement pour nous du projet de libéralisation de l'enseignement supérieur. Donc peut-être que certains parmi vous et certaines se demandent pourquoi les étudiants viennent parler à d'une loi qui les concerne pas vraiment finalement. En fait, pourquoi ça nous concerne? Alors, la liste est longue. J'aurais pu intituler cette prise de parole sans fin pour une allée de lutte sans fin. Alors, on a toujours besoin de plus d'argent. C'est ce qu'on nous répond en nous en donnant moins. Et donc du coup, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, déjà, il y a un petit truc assez simple, où on est dans un truc où on a donné moins de thunes aux facs. Et donc ensuite, bon, bah, t'as pas de thunes, du coup, tu dois prendre du temps pour faire des dossiers de recherche. Mais comme tu prends du temps, et ben en fait, tu fais plus de recherche. Et comme tu fais plus de recherche, t'as pas de thunes. T'as pas de thunes, t'as pas de subvention, t'as pas de prime d'excellence, t'as pas d'IDEX. N'est-ce pas, Castex? Et du coup, on est dans un truc, un gros cercle vicieux dans lequel les facs qui n'ont pas de thunes ont encore moins de thunes. Et je suis assez bien placée pour en parler, parce que du coup, la fac de Saint-Denis, quand même, est une magnifique fac qui n'a pas de thunes. Mais une si belle fac qui pousse et qui poussait, qui promeut des valeurs d'égalité, qui promeut des valeurs d'accueil qui sont en train d'être mises à mal à chaque réforme qu'on nous annonce. Et en fait, ce qu'on a vu, nous, notamment, dans ce projet de loi LPPR, c'est que de plus en plus, on a la conception d'un enseignement comme sanction dans l'enseignement supérieur et la recherche. Je travaille dans un collège, moi, quand mes gamins ils font des conneries, ils ont comme sanction des heures de colle. Là, ce qu'on est en train de proposer aux enseignants-chercheurs, c'est d'arrêter d'être chercheurs, d'être enseignants comme sanction d'une mauvaise recherche, de pas assez de publications, de pas publier dans les bons endroits, de pas publier assez souvent, de pas publier assez fort, de pas être assez cité, même en mal. Donc ça me pose un vrai problème, parce que du coup, ça met à mal la relation qu'il peut y avoir entre des profs et des étudiants, qui est déjà fort mise à mal, qui est mise à mal par beaucoup trop de travail administratif, qui est mise à mal par des locaux déplorables, qui est mise à mal par des conditions de travail qui font qu'on n'a plus le temps, qu'on n'a plus l'énergie, qu'on n'a plus la foi de se battre pour soi et se battre pour les autres. C'est extrêmement important parce que cette année, avec notre syndicat Solidaire étudiante, avec plein d'autres étudiants dans la rue, on se bat depuis le 8 novembre. On se bat depuis le 8 novembre contre la précarité étudiante. Et on pourrait même dire la pauvreté étudiante, parce qu'on arrive à un point où le confinement nous l'a mis face à la gueule. C'est plus de précarité dont on parle, c'est de pauvreté, c'est de gens qui ne peuvent pas manger, avec un gouvernement qui propose 200 €. Nous, on a des étudiants au téléphone qui ont 3 mois d'impayés de loyer, ça fait plus de 1500 €. On leur en propose 200, versés en une fois, pour des personnes qui ont perdu un emploi. Perte d'un emploi qu'ils ne peuvent pas prouver. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déclarés, comme plein d'étudiants qui travaillent dans la restauration, qui travaillent dans le service à la personne, qui se font des nuits de travail et après qui vont à la fac le jour, qui écrivent leurs mémoires pendant leurs heures de pause. Donc ça c'est insoutenable. C'est insoutenable. Et dans cette lutte contre la précarité, pendant le confinement, il y avait des profs qui étaient là. Il y avait des profs qui répondaient au téléphone. Sauf que dans cette concurrence généralisée, que ce soit entre les étudiants, entre les professeurs, entre les universités, entre les pays, il y a un moment, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de répondre, on n'a plus le temps de décrocher à son téléphone, on n'a juste plus la force. Nous, à un moment, on n'a plus eu la force. On n'a plus eu la force parce que c'est épuisant, parce qu'on nous en met toujours plein la gueule. Mais en même temps, on a réussi à mettre des milliers de personnes dans la rue. Le 8 novembre a commencé la lutte. Le 12 novembre, on avait des milliers d'étudiants dans la rue, devant les crous, devant les facs. Et on ne veut pas lâcher. Et moi, j'ai une petite question maintenant à adresser à la ministre, c'est qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis à mes amis? Qu'est-ce que je dis à mes camarades de promotion? Qu'est-ce que je dis à celles et ceux qui ont été charmés par l'enseignement supérieur, qui ont été charmés par des promesses de recherche, que ça intéresse de faire travailler leurs esprits, de lire des textes et d'essayer de travailler à l'amélioration de la société, de leur manière, de leur point de vue. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je dis à ma meilleure amie qui est bien partie pour faire une thèse, quand j'entends des camarades de lutte avec qui j'ai lutté toute l'année, qu'en peuvent plus des conditions insoutenables dans lesquelles ils sont, qui sont toujours pas payés alors que ça fait 8 mois qu'ils ont fini de donner leurs cours.
qu'est-ce que je leur dis? Comment être une amie, comment être une camarade, comment être encore une syndicaliste? Donc tout ça, on nous l'abat. Et puis qu'est-ce que je dis à toutes ces étudiantes qui ont été victimes de harcèlement sexuel face à la nomination de ce nouveau gouvernement? Marie le disait tout à l'heure, c'est une honte, c'est un crash à la gueule des féministes, encore. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps, mais qu'est-ce que je dis aussi à tous les étudiants étrangers qui composent la belle fac dans laquelle je suis, qu'en font sa richesse et sa diversité. Dans ma promotion cette année, j'avais plus de 50% d'étudiants étrangers, des extra-communautaires, comme on dit. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit quand ils doivent payer 17 fois le prix que moi je dois payer? En quoi on croit? Liberté, égalité, fraternité, je crève. Quelle égalité? Quelle sororité on peut mettre en place quand on crève la dalle la bouche ouverte et qu'on ne nous écoute pas? Quand on crie, quand tout ce que Vidal a été capable de nous donner au bout de 3 semaines de silence en novembre, c'est nous proposer un numéro vert qui a mis 2 mois à se mettre en place. Un numéro vert qui a mis 2 mois à se mettre en place, où les opératrices au bout du fil, et je dis opératrices parce que c'est des boulots précaires de merde, et c'est pas à elles que j'en veux. C'est aux personnes qui les embauchent, qui les forment pas. Et du coup, ces opératrices, elles nous répondent de contacter l'assistante sociale du Crous. Donc, bravo Vidal pour ton renouvellement, mais ça annonce aussi le renouvellement et la poursuite de nos luttes, le renouvellement et la poursuite de nos colères et de notre rage, qui ne nous lâchera pas. Comme d'habitude, le temps de l'été est vu comme un temps de pause, mais pour nous, ça va être un temps de ressourcement. On va réfléchir à des nouveaux slogans, on va réfléchir à des nouveaux moyens de lutter, on va réfléchir à comment pas avoir une rentrée comme les autres, à comment lutter ensemble, toujours plus, pour que ça ne passe pas, même si des fois on perd espoir, on reste ensemble. On reste ensemble parce qu'on voit très bien qu'autour de nous, les gens se rendent compte. On nous prend pour des cons, on nous attrape à la gorge, on nous empêche de réfléchir parce qu'on ne nous laisse pas le temps. On ne nous laisse pas le temps de réfléchir parce qu'on doit travailler. On ne nous laisse pas le temps de réfléchir parce qu'on doit trouver comment payer son loyer. On ne nous laisse pas le temps de réfléchir parce que, comme beaucoup pendant le confinement, on doit trouver comment on doit manger. À Paris 8, on a fait une distribution de colis alimentaires. En 24 heures, on avait 800 demandes sur une adresse mail lancée au débeauté et envoyée sur les réseaux sociaux des différentes pages de mobilisation. 800 demandes, 800 personnes qui viennent vous voir et qui vous demandent de quoi manger pendant 2 semaines. On en est là. On en est là, et sur ces 800 demandes, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers, d'ailleurs. Il y avait beaucoup aussi de femmes, beaucoup de mères avec enfants. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur répond? Donc moi, tout ce que j'ai à leur répondre, c'est qu'on ne lâchera pas, on reste dans la lutte. Notre énergie, et c'est fort, notre énergie est sans doute un peu bien plus grande que leur détermination. Et la rage du désespoir vaincra, les mauvais jours finiront, camarades. Alors moi je me présente, je m'appelle Benjamin, je suis de l'UNEF, le syndicat étudiant. Alors nous aussi, on est là par opposition à la LPPR. Pour nous c'est une précarisation des jeunes chercheurs, mais aussi c'est quelque chose qui va compliquer la vie aux futurs doctorants et doctorantes. C'est une systématisation qui est promise du financement des thèses, mais pas en finançant toutes les thèses de tous les doctorants qu'il peut y avoir actuellement. On ne met pas assez les moyens, donc en vrai, depuis 10 ans, on a de moins en moins de doctorants et de doctorantes. Aujourd'hui, on va continuer d'avoir moins de jeunes qui pourront accéder au doctorat. On crée un contrat doctoral de droit privé, mais en vrai, c'est pas la réponse à la problématique. La problématique actuellement, c'est que juste on n'a pas assez de financement et cette loi, elle ne répond pas suffisamment à cette problématique-là. On a une mobilisation massive qui dure depuis des mois face à cette LPPR. On a une opposition qui est de plus en plus forte de la communauté universitaire et un ministère qui choisit de passer en force. On a expédié la consultation dans les instances représentatives, on a limité les débats, ça a été la démarche du ministère. Le CNESER a été contraint de voter la loi après 21 heures de débat, 21 heures. Le CNESER s'est fini à 7 heures du matin, on était éclatés, enfin pour le dire plus simplement, mais tout simplement, en fait, le ministère il n'est pas là pour débattre, littéralement. Tous les amendements qui étaient proposés n'ont pas été soumis au vote, notamment ceux sur l'article 3 qui met en place les tenure tracks, donc tout ce qui est effectivement CDD de 3 à 6 ans qui promettent une titularisation mais qui l'automatise pas et qui la donne pas non plus de fait. Depuis 3 ans, on a l'ESR qui connaît des réformes à marche forcée qui ne répondent pas aux problématiques.
On a la loi OR qui a mis en place la sélection à l'entrée de l'université, qui a eu quoi comme conséquence? Bah oui, non, pas d'augmentation de la réussite des étudiants, ça n'a absolument pas aidé à cela. Tout ce qu'on a eu, c'est une sélection obscure à l'entrée de l'université. On a eu la réforme des PACES qui ne répondait pas aux problématiques de la PACES. On a eu une réforme du Master MEF qui va précariser les Master MEF en décalant du coup d'1 an le CAPES et les autres concours de la fonction publique, la réforme du DUT qui transforme le DUT en bachelor universitaire et technologie. Et en fait, tout simplement, on foule du pied le service public, le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche pour s'aligner sur le privé, que ce soit sur les noms de diplômes, sur la reconnaissance des établissements privés et des diplômes privés, quand bien même en fait les frais d'inscription dans ces diplômes seraient à 10 000 € à l'année. Et cette remarque en fait elle a son importance puisque aujourd'hui la LPPR ce qu'elle permet c'est que le gouvernement il puisse par ordonnance changer le système de reconnaissance par l'État des établissements privés, des diplômes privés aussi, et en fait permettre aussi d'envoyer des étudiants boursiers vers le système privé, là où ils pourront avoir des frais supplémentaires. Donc en vrai, on précariserait encore les plus précaires plutôt que de renforcer le service public. Et de lutter contre la précarité. Aussi, c'est un moyen supplémentaire de financer l'enseignement privé tout en permettant donc effectivement cette précarisation et le recours aux prêts étudiants. Et ça, c'est quelque chose qui, de manière générale, n'est pas admissible. En tout cas, nous, ce n'est pas la vision de l'ESR que nous partagerons. On continuera la mobilisation jusqu'au bout face à cette loi, face à cette vision de l'enseignement supérieur, par tous les moyens possibles pour financer l'enseignement supérieur public à la hauteur des besoins et permettre à chacun et chacune de pouvoir justement accéder à l'université, faire ses études et tout simplement avoir un service public décent, pouvoir aller ensuite en doctorat et avoir une insertion professionnelle, une poursuite de carrière décente également. Et je m'arrêterai là, je vous remercie. Bravo.